Bonjour à tous, on se retrouve dans le canapé d'un monde de jeu, très confortablement installé. Enfin, je ne vais pas tenir cette position, ça va être compliqué. Avec Bruno Catala, Corentin Lebras et Antoine Roffet des Lumberjacks pour vous parler de Trek 12. Trek 12, le jeu qui vient de sortir, le Yams, dont on a déjà réalisé une vidéo sur cette chaîne que vous pouvez aller voir et dans laquelle Bruno nous explique le jeu, dans laquelle on joue, plus ou moins bien selon les personnes. Vous pouvez découvrir ce jeu sur cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler de tout l'univers de Trek 12 et un petit peu au-delà, on va discuter de ce qui vous fait plaisir. C'est une vidéo qui est réalisée devant un téléviseur sur lequel je vais faire apparaître différentes images. Je vais vous faire réagir. Vous direz exactement ce que vous voudrez. La vidéo est montée, donc vous pouvez vous lâcher. Vous pouvez dire des trucs un petit peu croustillants. Peut-être on les coupera. Peut-être on les coupera, peut-être on les laissera. Si vraiment c'est très intéressant. Donc c'est un enregistrement qui est complètement libre. Le but c'est de discuter ensemble. C'est pas vraiment une interview. Je diffuse des images. Vous réagissez. Vous dites ce qui vous passe par la tête. Donc vous pouvez partir dans la direction que vous voulez. Et la toute première image qu'on a mise sur le téléviseur, c'est un jeu que vous connaissez peut-être. Ouais. J'ai trouvé que c'était utile de le mettre à l'écran, de vous faire réagir sur ce jeu par rapport à Trek 12 qui vient de sortir. Je sais pas si ça n'a pas été une influence première, mais effectivement, inconsciemment, ça doit trotter dans la tête à un moment donné, donc c'est l'IAMS. Ouais. Parce que moi, déjà, toute ma jeunesse, j'y ai joué avec mes parents, et ça fait partie des jeux auxquels, qui sont un peu gravés dans ma jeunesse, avec le Pictionary, le YAMS, Trivial Pursuit. Quelque part, le YAMS, on peut dire que c'est l'ancêtre absolu du roll and write. C'est pour ça que j'ai mis la photo. Voilà. J'aurais pu en mettre plein, mais j'ai choisi de mettre le premier. C'est le tronc commun à tous les roll and write de la Terre, du monde. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que moi aussi. Alors tu vois, par exemple, moi je m'étais jamais fait la liaison entre ce qu'on a fait et puis le YAMS. Mais c'est vrai que après ce plaisir d'avoir des lancers de dés et puis d'essayer de faire ce que tu peux avec le mieux possible, tout vient de là. Tout vient de là, effectivement, comme toi, j'ai joué des dizaines et des dizaines de parties avec mes grands-parents, en l'occurrence. Ouais. Et c'est pas le plus mauvais, hein. Alors là, c'est mon avis personnel, mais aujourd'hui, j'ai vraiment du plaisir à jouer au YAMS. Pour te dire, on a fait un tournoi de YAMS sur Board Game Arena avec les abonnés de la chaîne, on s'est amusé sur ce jeu et on s'est vraiment éclaté, ce qui n'est pas forcément le cas avec tous les roll and write qui sortent aujourd'hui. On est d'accord. Mais celui-ci a... Oui, il traverse. Il reste sur la traversée des âges. Il continuera à jouer. Contrairement à, par exemple, si on parle des grands anciens, quelles que soient les catégories, contrairement à un Monopoly qui aujourd'hui est totalement obsolète, par exemple, le YAMS, ça reste totalement valable. Vous pouvez faire des bons jeux aussi à l'époque. Ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a un monsieur Yams ou un madame Yams qui a inventé le Yams? Est-ce qu'on sait ça ou pas? Jean-Claude Yams Yadzi. C'est un asiatique. Il nous dit derrière la caméra qu'on a la réponse. C'est un couple de Canadiens qui l'ont inventé sur leur yacht et ça s'appelait The Yacht Game. Ah oui. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez. Non, mais tu vois, l'avez fait en description. Ça s'est transformé en Yahtzee après. Mais à la base, ils faisaient jouer ça à leurs potes sur leur bateau, sur leur yacht. Et c'est The Yacht Game et c'est MB qui a racheté en disant que c'est bien en fait. Et ils l'ont appelé Yahtzee. Trop bien. C'est fou. Alors la deuxième photo, des fois je vous mets des photos, vous savez pas forcément ce que c'est, je vous laisse réagir. Si jamais vous n'avez pas la réponse, je vous aiderai. De quoi s'agit-il? C'est super joli. Moi j'en ai absolument aucune idée. Moi je peux dire ce que ça m'évoque, mais je sais pas ce que c'est. Oui. Moi ça me fait forcément penser à Celestia. Ouais, mais pas du tout. Non, je sais bien, mais je vois un château dans des nuages, etc., c'est ça, enfin, ça me fait penser à ça. Château Saint-Michel. Château dans le ciel, moi, pour le coup, donc vraiment que des trucs différents. Mais... Alors, si j'ai choisi cette image, c'est évidemment en rapport à Trek 12, Trek 12. C'est l'illustrateur du jeu, Olivier Derueto. Pardon, j'ai fait une erreur. C'est Olivier qui a fait ça. Derueto. J'ai été chercher. Mais qu'est-ce qu'il est bon! J'ai été chercher quelques images qu'il avait réalisées, j'en ai choisi une. Alors j'ai recoupé, pardon, mais j'avais enlevé son nom qui était en signature de l'image pour que vous n'ayez pas la réponse trop vite. Parce que moi j'aurais bien aimé un indice en bas sur votre écran. Appeler un ami. Mais ça m'étonne pas de lui et sa gestion des lumières en fait. La gestion des lumières d'Olivier est toujours top à partir du moment où il y a des volumes, etc. Et puis quand il fait les logos des boîtes de gamme Coffee Break, tu sens que... C'est lui aussi sur ce jeu-là ? C'est lui qui fait les logos. Il fait pas le jeu, mais lui il fait les logos de la gamme. En fait. Si, c'est Jonathan Auconte qui a fait les dessins. Et Olivier qui a fait des choses, en fait moi je l'ai découvert quand
Et il avait travaillé pour Devil Pig. Devil Pig, il y avait 2 illustrateurs principaux, c'était Alexandre Monvalo et Olivier Dorueto. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font tous les deux. Alors après, il y avait la direction artistique qui était chez Devil Pig qui était assez spécifique. Mais Olivier a des cordes à son arc qui sont étendues. Et d'ailleurs, on a un jeu qu'on a préparé, qui n'est pas sorti, qu'on a reculé à cause de Trek 12. Qui est Brain Camp, et que Olivier, lui, a illustré à 100% pour la gamme Coffee Break, il fait tous les logos, mais il a fait celui-ci à 100%. Et vous allez voir qu'en fait... ça n'a rien à voir avec ça non plus. Rien à voir avec tout ce qu'on voit, rien à voir avec Trek 12. C'est vraiment un illustrateur qui a beaucoup de cordes à son arc, et qui mérite, et là il se lance en freelance depuis peu, parce que David Pig a complètement réduit l'équipe, et il s'est retrouvé sur le marché en freelance, et il mérite vraiment de travailler avec beaucoup et de faire des jeux. À mon avis, il est capable de faire plein de choses très différentes. Donc l'aventure continue avec avec Olivier. L'aventure va continuer, et Olivier et Jonathan, qui sont finalement aujourd'hui des illustrateurs avec lesquels on travaille sur Trek 12. Du coup, Jonathan aussi a travaillé. Tous les deux ont travaillé. Alors cette photo-là, c'est pas moi qui l'ai choisie. Moi je vois Antoine, et je sais pas pourquoi. Moi je sais pourquoi aussi. Bah oui, c'était. Ça devait être à la base. Enfin, c'est le premier thème sur lequel on a commencé à réfléchir pour Trek 12. Que vous voulez réfléchir? Non, mais en fait c'est le thème. Si, on a commencé à parler après des savants fous, etc. Mais voilà, mais c'est vrai. Donc l'idée d'avoir ces chaînages des molécules, des zones de molécules, etc. Ça peut techniquement ça peut marcher, c'est quelque chose qui fonctionne. Après on s'est vite posé la question avec Bruno, est-ce qu'on a envie de jouer à faire des molécules, à faire de la chimie? Vous l'auriez peut-être en fait moins bien vendu. Au niveau de la com, c'est plus compliqué. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu à la base a été construit de façon purement abstraite. Il a été au début la conception du jeu dans son mécanisme de faire ces fameuses chaînes et ces fameuses zones. Il n'y avait aucune thématique et pendant très longtemps, il n'y a eu aucune thématique. En fait, l'idée de base, la première discussion, le premier déclic, dont tu en as beaucoup parlé, mais c'était à Essen, où j'ai dit ça serait bien qu'on fasse notre roll and write à nous, et on venait de finir une partie de Knaster. Donc Knaster, c'est vraiment très 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 abstrait. C'est très bien, mais c'est très abstrait. Que moi, j'ai et le jeu est vraiment né de ça à ce moment-là, et du coup effectivement on est parti de quelque chose de très abstrait sur une base d'idées que tu avais. Sur un exercice de style. En fait, de temps en temps, ça m'arrive de faire des conférences, des trucs, etc. sur le métier, sur le game design. Et la toute première que j'ai faite, c'est il y a 12-13 ans, c'était au Musée Suisse du Jeu, à l'initiative. C'était juste après avoir gagné l'As d'Or, justement, avec du ballet, où j'avais rencontré, à la remise du prix, j'avais rencontré Sébastien Pochon pour la première fois, et Sébastien m'a invité à faire cette conférence de game design à Vevey, au Musée Suisse du Jeu. Et du coup, pour illustrer qu'est-ce que c'est qu'un mécanisme de jeu, je faisais cet exercice de style en disant « lancez 2 dés ». Et puis, vous pouvez en faire la somme, le produit, la différence, etc. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, du coup, j'utilisais ce micro-mécanisme comme un exercice de style, d'illustrer ce que c'est qu'un mécanisme, mais sans jamais en avoir rien fait moi-même pour construire un jeu. Et c'est quand Corentin s'est dit « Ah on pourrait faire un roll and write », que cette vieille idée est remontée, et puis que d'un seul coup, ça a pris corps pour réussir à faire quelque chose avec ça. Et effectivement, les chaînes... le chaînage pouvait donner lieu à un chaînage moléculaire, mais bon, c'est vrai qu'avec est-ce que c'est vraiment en fait, ça nous faisait pas rêver, on s'est dit que ça ferait pas rêver les gens, en fait. Avec les ronds, effectivement, sur la photo, on voit... Maintenant, je comprends la photo. C'était pas stupide, mais c'est pas forcément attractif non plus. Et puis, c'était pas spécialement aussi ce qu'on voulait, donc si commercialement, ça allait être dur, et qu'en plus, nous, on n'était pas vraiment dans ce truc-là, la montagne, ça nous correspond beaucoup. Non, mais c'est surtout qu'en plus, je me souviens... Toujours parce que j'ai mis 4 jours à l'écrire ce mail, le premier mail que je vous envoyais à tous les deux pour dire voilà, moi je suis chaud, mais tu vois, voilà. Et donc j'avais des idées de thèmes, dont celui-là. Et ça marchait pas avec ce thème-là, de se dire qu'il y avait une évolution. Parce qu'on peut faire une section de fiches. Parce que déjà, moi j'avais plusieurs fiches différentes. Ils avaient déjà créé plusieurs configurations de fiches. Mais le lien ne pouvait pas obligatoirement se faire d'une évolutivité en fait entre les fiches, et là pour le coup ça marchait pas non plus, mais c'était un truc que moi j'aimais bien, il y avait un truc à faire. Il fallait proposer pour démarrer bien sûr. Mais quand on a évoqué le trek, je crois que je sais pas qui l'a évoqué en premier, mais quoi qu'il arrive, c'était évident quoi, c'était évident, il y avait plus à discuter quoi.
Le sujet de Discord. Alors moi, j'ai pas les éléments. J'étais obligé. Ouais. Ça, c'est une photo qui m'a été envoyée par Antoine. J'ai pas du tout toute la discussion, donc je suis assez curieux de savoir de quoi il s'agit. Pourquoi je vois des dés de formes différentes. Bah, tout simplement parce que c'était une discussion éditoriale de savoir est-ce que les dés sont cubiques, enfin à coin carré, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les poteaux au football avec Saint-Etienne en 76. Voilà, s'ils avaient été ronds, Saint-Etienne aurait gagné. Et moi, si tu veux, l'objet dé, pour moi, l'objet dé, dans la main, c'est beaucoup plus, pour moi, hein, tu peux m'associer. Ouais, pour Antoine, pour Corentin aussi, c'est beaucoup plus sympathique à lancer. Pour moi, un vrai dé, il a les coins arrondis. Et pour moi, ça, c'est pas des dés, c'est des cubes. Je suis d'accord aussi. Voilà. Et la parole est à la défense. Non, mais il n'y a pas d'attaque de défense. Mais voilà, quoi. Alors moi, j'avais 2 raisons pour lesquelles j'ai choisi ces dés-là. Parce que ceux qui sont arrondis, alors j'avais que 2 choix. Parce que j'ai choisi de travailler avec un bois qui est issu de filière FSC. Je ne peux pas le mettre encore sur la boîte puisque l'usine n'est pas certifiée FSC. Donc voilà, mais c'est du bois issu FSC. Et donc j'avais que 2 formes de dés puisque c'était 2 modèles en fonction des tailles qu'on avait choisies. Et il fallait que je choisisse entre ces 2 tailles-là. Si on pouvait bien sûr créer notre propre dé, mais ça coûtait bien plus cher parce que c'était de l'usinage spécial. Et pour moi, celui qui est arrondi roulait beaucoup plus, et beaucoup trop parfois si tu n'as pas une piste de dé. Et l'impression de la valeur sur le dé est vraiment de moins bonne qualité. Et moi, ça me bloquait complètement. Et quand tu regardes le 0 et le 4, c'est assez fin, et le 2 et le 5 encore pire. Et donc voilà. Et donc ça a été assez rédhibitoire. Et je pense que c'est le seul veto que j'ai mis sur le jeu, c'était ça. Et je pense qu'il y aurait pu avoir bien pire. Je pense qu'il y a des éditeurs qui imposent des choses pires que ça. Non, mais c'est pas, il n'y a pas de. Et en plus, il n'y a vraiment aucun souci. Mais tu as été assez neutre, Corentin, et je dis, ouais, moi je m'en fiche un peu. Je préfère ça, mais je m'en fiche un peu. Moi, je préfère clairement les ronds. Mais effectivement, quand tu nous as envoyé les vidéos avec les dés qui roulent. Alors non, il faut tout dire, Corentin, quand même à ce stade-là. C'était typé, la vidéo. Mais c'est pas ça, mais Antoine nous dit, ouais, les dés ronds, ils roulent partout, etc. T'as vu la vidéo? Il les a lancés comme ça. Les dés cubiques, il fait clac, et les dés ronds, il fait là! On regarde, ça part, ça vient d'être partout, etc. À la fin de la vidéo, je pense. Donc à un moment donné, ça va. Quoi. Avec un compas, il grattait les chiffres aussi, là. Oui. C'est pour ça que le 5. Le rouge, là, il était mâché par son enfant pendant 3 jours. Bah oui, mais je devais faire vachement attention qu'il ne l'avale pas pendant qu'il l'a. Mais non, alors faut savoir que le bois aussi est très léger. Ouais. Donc au final, comme le bois est très léger, les dés qui sont avec des arêtes vraiment plus anguleuses finissent quand même par bien rouler malgré tout. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Ils tombent pas comme. Mais ils tombent pas, ils font pas bam. Mais non, t'as triché. Quand entre auteur et éditeur, c'est la seule Discord qu'il y a, c'est très agréable. moi je sais. Il jouait au Yams, je crois, c'est ça, non? Non. Ça, c'est un événement qui a beaucoup marqué beaucoup de monde. Ouais. Oui, même ceux qui ne l'ont pas connu, comme moi, qui n'étaient pas nés à cette époque. Mais pour toi qui étais né à cette époque, donc pourquoi j'ai choisi cette photo, Bruno? Parce que c'est le 22 novembre 1963 à Dallas, c'est l'assassinat de Kennedy, et c'est aussi le jour où je suis né. C'est quand même un lien de cause à effet. Ouais. C'est quand même étonnant de naître le jour d'un événement aussi important. Ah mais attends, il y a pire que ça en anecdote, parce que j'ai une fille. Ouais. Et ma fille est née le jour de l'assassinat d'Isaac Rabin. Donc mon fils était programmé pour le jour de l'assassinat de Chirac, mais ça foirait. Mais ton fils est bien voilà. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, je sais plus, 2 ans, 3 ans, je sais plus exactement, on s'est retrouvé avec Adrien Martineau, donc Days of Wonder, à Dallas, dans une convention américaine de jeux. À cette période-là, au mois de novembre, et donc on est allé visiter le musée Kennedy le 22 novembre, hein, tu vois. Ah ouais. Et c'était très rigolo parce que du coup, j'ai trouvé ça. Moi, je suis pas très musée. En général, je déteste ça, c'est statique et tout ça, et j'ai trouvé ça hyper bien fait. Et c'est vraiment, si vous avez l'occasion d'y aller, c'est super bien foutu. Ils évoquent toutes les hypothèses. Il y a rien qui est mis sous le tapis. Et ce qui était rigolo, c'est qu'à la fin, tu avais un livre d'or où tu pouvais écrire quelque chose. Et puis, moi, j'ai écrit en anglais. J'ai dit que
Enfin, j'étais désolé si ma naissance avait un peu occulté. Tu m'avais raconté ça, je me souviens. Alors, je l'ai trouvé sur ta page Wikipédia, mais je ne l'ai pas trouvé sur la page Wikipédia de Kennedy. J'ai pas vu de référence. Ouais, mais c'est parce qu'ils sont un peu vexés. Oui, c'est sans doute. Sur cette photo-là, normalement, vous avez plein de choses à me dire tous. J'attends des tonnes de commentaires. Peut-être moins toi, Bruno, je sais pas. Je connais pas ton rapport au café de manière générale. Bah, je connais mon rapport à la cafetière. Oui, voilà, oui. Ça, ouais, le premier truc qui nous vient peut-être, c'est la cafetière, ça, et effectivement qui nous lie un peu avec Bruno et surtout avec Ludo, Antoine, etc. Et Théo. Et Théo, ouais. Où moi je passe toutes mes journées où je travaille et où Bruno vient nous rejoindre des fois. Il faut que tu expliques quand même qu'est-ce que la cafetière. Oui, la cafetière, du coup, c'est un local sur Valence, dans la Drôme, qu'on a ouvert, enfin que Antoine Boza a ouvert. Aux auteurs de la région, donc surtout Ludovic qui est tous les jours, Ludovic Maublanc et moi-même, mais on peut y retrouver aussi des fois Jonathan Favre-Godal, Baptiste Laurent, Julien Protière, enfin tous les auteurs qui gravitent autour de Valence, et notamment aussi l'illustre Bruno Catala qui vient parfois en vélo, parfois en voiture. En vélo? Ça t'est arrivé une fois? Non, pas encore, mais ça, j'y pense fortement. Ça fait quelle distance Annecy-Valence? Si je passe par le plus court, ça doit faire 180. Belle balade. Ah oui, c'est une belle balade. C'est quand t'arrives, tu fais une pas tout de suite. baladounette. Tu travailles pas, tu te mets pas tout de suite au travail. Quoi. Après, tu prends un café, ça descend. Oui, c'est ouais, vrai. Mais faut rentrer à un moment donné. Il y a un moment. Et donc là, ils sont à côté de la gare, ça va. Il y a quelques jours, pour faire honneur du coup au lieu, Antoine a racheté une nouvelle très belle cafetière qui nous fait des cafés succulents. Ah, mais faut que tu reviennes. Donc puis là, on en est à 5 cafés par jour à peu près à la Il cafetière. faut noter aussi que tu étais le dernier auteur de la cafetière qui n'avait pas travaillé avec Bruno. C'est vrai. Ouais. C'est vrai aussi que du coup, c'est vrai. Le monde entier a déjà travaillé avec Bruno Catala en co-autorat. Et j'étais l'ultime résistant, le petit village qui résiste encore et toujours Le deuxième trait d'union, c'est la cafetière et la gamme Coffee Break. C'est ça. Alors, pas que la gamme Coffee Break. Parce que tu as une histoire beaucoup plus longue avec le café, si j'ai bien compris. Ah, mais moi, c'est ma drogue, en fait. Je tourne au café. En fait, je bois beaucoup de café parce que ça a des vertus bénéfiques pour moi. Il y en a certains qui ont vu que j'avais une cicatrice autour de la tête et quand je me suis blessé, j'ai une veine qui s'est mal replacée. Et en fait, j'ai vraiment besoin que le sang circule bien dans le corps. Je ne suis pas sous anticoagulant, mais le café a ces vertus-là. Et je vois sur les jours où je bois moins de café que j'ai très mal à la tête, en fait. Ah oui. Ouais, c'est radical. Et donc voilà, je tourne entre 5 et 10 cafés par jour. C'est un médicament plus qu'une drogue, mais j'aime ça vraiment beaucoup. Donc heureusement, tant mieux. Tant mieux. J'aurais trouvé autre chose, mais voilà. Donc, et puis la gamme Coffee Break, bien entendu, qui était un clin d'œil justement à cette addiction au café. Et puis surtout des jeux qui peuvent se jouer sur une pause café. Exactement. Les jeux qui peuvent se jouer sur une pause café. On est passé par plein de phases pour cette gamme-là. Il y a eu la phase canette, le truc. En fait, on voulait vraiment trouver un packaging qui était un peu spécial. Et puis on s'est dit, les types de jeux qui rentrent dans la gamme, c'est aussi les jeux qui se jouent en pause, etc. Donc ça collait très très bien. Et puis ça donne un thème autour de la gamme. Et puis quand tu cherches des jeux pour la gamme, quand tu écoutes les auteurs présenter les jeux, tu t'es mis tes barrières et tu sais si ça rentre ou pas dans la gamme. Par exemple, Bruno m'a présenté Chains 12. Exactement. Pour que ça, à la base, il dit j'ai peut-être un jeu qui peut rentrer dans cette gamme-là. Et après l'avoir testé, j'ai fait non, il faut qu'on fasse plus. Ça rentrera pas avec ce qu'on peut faire. Et pour le coup, c'est pas rentré dans la gamme. Et puis on a créé Trek 12. Ouais. Mais dans l'idée, quand tu m'as présenté le jeu, c'était dans l'objectif de dire ça peut correspondre à sa gamme, quoi. C'est une gamme qui est très bien identifiée, ce qui n'est pas toujours évident. Il y a plein d'éditeurs qui essayent de faire des gammes auxquelles on pense quand on va dans les boutiques. Celle-ci, très rapidement, elle est rentrée dans l'esprit des gens. Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que ça, c'est une initiative donc éditoriale. J'adore ça parce que ça me fait repenser au temps où je pouvais être vendeur en boutique et j'aurais rêvé avoir ça. Tac, pour pouvoir expliquer. J'ai tout ce qui est nécessaire pour expliquer le jeu en 3 minutes. Et voilà, ça c'est une super idée. En fait, l'idée c'est que je suis allé en boutique et j'ai pris, d'ailleurs comme on a dans les chambres ici, c'était les petits jeux. Tu le prends, tu le retournes et si t'as pas de vendeur pour t'aider, comment Passez là. Mais si t'as personne pour t'aider, pour te renseigner ou pour te guider dans ton choix d'achat,
bah, finalement, les petits jeux, il n'y a rien derrière, devant qui t'indique. Si ce qui prend, tu l'achètes parce que tu l'as déjà joué, qu'on t'a dit de l'acheter. Ouais. Tu sais pas que ce jeu-là est génial. Tu vois, ça et là, pour le coup, c'est une nouvelle gamme, c'est un petit éditeur. Les boutiques vont pas obligatoirement le pousser comme tous les autres. Donc, il y a un moment, il fallait se démarquer sur quelque chose. Donc, c'était aussi donner dans le packaging ces éléments autant marketing qu'informatifs pour te dire, ce jeu-là, en fait, il est pour moi, quoi. Et le dernier rapport au café, ça, je pense pas que tu le savais. Si, j'ai tout préparé. Mais ça, c'est rigolo du coup. Enfin, ça, c'est plus personnel. Vous connaissez tous la pub, enfin les plus anciens d'entre vous, hein, Jacques Vabre avec El Gringo qui va souvent. Et ben, c'est l'acteur dans la série. C'est toi ? Non, c'est mon oncle. Ah ouais. Bah ouais. Ah génial. Et donc du coup voilà. Okay. Et ce geste, c'était le Gringo ? Non, il y avait un café. Non, mais du coup, c'est un rapport au café. Ma grand-mère sait faire un bon café. Hein, Jacques Vabre. Alors, cette photo, ça te concerne plus directement ? Eh bien, c'est Karmaka. Ouais. C'est le 3e jeu que nous avons édité. C'était une localisation, donc la France. Et c'est un jeu sur lequel on avait vraiment flashé. Et mon associé, Cécile, qui lui avait participé avant qu'on se lance vraiment à faire. En fait, je me suis lancé à faire l'édition. Et c'est devenu mon associé très naturellement, puisqu'en fait, c'est un de mon meilleur ami, en fait. Ouais. Et il m'a toujours aidé. Pour moi, c'était logique qu'il rentre là-dedans et qu'un jour, si ça marche, il retourne sur tout le temps qu'il a investi pour aider son pote, quoi. Donc voilà. Et donc Cécile, lui, a fait la traduction en freelance, quoi. Comme pour une campagne Kickstarter, souvent ils se lancent et puis ils disent s'il y a tant de gens qui sont chauds pour faire les traductions. Et lui avait beaucoup aimé le jeu, il a fait la traduction en français. Et un soir, dans une discussion, il m'a dit mais il n'est pas fait en France, ça pourrait être sympa de le faire. Ouais. Et c'est un jeu qui fonctionne toujours ça continue à marcher, ouais. Il a eu le prix lors des toutes premières remises du prix du groupement des boutiques ludiques à Vichy. D'ailleurs, j'étais super étonné parce que je m'y attendais pas. C'est une remise de prix. Je suis arrivé en retard, puis j'étais avec Hervé de chez BlackRock. Et on se moquait des gens qui étaient en train de faire des discours parce que tu sentais que c'était ultra formaté. Et puis d'un coup, on m'appelle. Je fais ah merde, en fait, non. Non, c'est juste qu'eux, ils étaient habitués à faire des discours. Donc moi, j'ai fait le pire discours de la Terre. C'était rigolo et donc c'était sur les jeux de cartes. Il a eu le prix des jeux de cartes. Et donc c'est un jeu qui a sa petite histoire et qui nous a permis en fait de se lancer parce que les deux jeux qui sont arrivés avant ça n'avaient pas très bien fonctionné. Moi c'est avec celui-ci que je vous ai connu parce qu'effectivement ceux d'avant, alors c'était quoi avant ? Arboria Avant il y avait Arboria et il y avait Gob Zeros, mais ça c'était issu d'un Kickstarter, c'était un jeu de figurines. C'est à ce moment-là que je t'ai rencontré pour la première fois à Cannes. Et on se lançait avec Arboria. Exactement. Et celui-ci a tiré l'œil. Déjà pour son graphisme, tout simplement, et c'est le jeu par lequel j'ai entendu parler de vous, ou peut-être vous avez commencé à faire davantage de communication aussi. On a davantage fait de la communication, c'est la première année où on était à Cannes justement, parce que on avait eu un petit rendez-vous juste pour se présenter en fait, voilà, donc c'était tout bête quoi. Mais j'ai décidé d'arriver avec de bons gros sabots. J'ai pris un gros stand et puis on a fait de la déco en mode palette parce qu'on n'avait plus d'argent après avoir payé le stand. Ça marchait très bien. Et en fait, on a gardé les palettes. Mais les palettes à la base, c'était vraiment parce qu'on n'avait pas de pognon. On n'avait plus de pognon en fait. Et en fait, on a gardé ces tables en palette parce que les gens nous reconnaissaient avec ça. En fait. Ça avait tellement matché en fait. Donc voilà. On va enchaîner. Ah non. Alors là, par contre, t'as 6 mois d'avance là. Alors, je vous ai mis un peu tout et n'importe quoi, c'est pas forcément lié au jeu que vous avez, au prix que vous avez obtenu avec les différents jeux. C'est juste un petit panel de prix pour vous faire réagir dessus. Si vous avez quelque chose de particulier par rapport au prix de manière générale ou par rapport à l'un de ceux-là. Alors, par rapport au prix de manière générale, en ce qui me concerne, pour moi, quand ça arrive, et j'ai la chance que ça me soit arrivé, je prends ça comme une véritable reconnaissance, un cadeau en fait, etc. Mais c'est pas ma quête. C'est-à-dire que j'ai jamais travaillé un jeu en me disant si on le calibre de telle ou telle façon, il pourrait peut-être correspondre à tel prix, etc., etc. C'est pas du tout ma quête. À la fois, chaque fois que j'ai eu la chance d'être primé, ça a été une surprise, une vraie surprise. J'estime pas nécessairement d'ailleurs le mériter tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien avoir conscience qu'un jeu qui est primé, c'est pas le meilleur jeu. Ce n'est que la vision d'un groupe de personnes réduites à un moment donné. Ça ne veut pas dire que ça enlève de la valeur à ce qui est donné, mais il ne faut pas le prendre pour autre chose que ça. Et donc, du coup, quand ça te sourit,
youpi, il faut être reconnaissant, joyeux, etc. Et quand ça te sourit pas, déjà félicite les autres. Et puis, sans amertume, sans rien, etc. Et moi, c'est ma philosophie par rapport à ça. Après, quand ça arrive, oui, évidemment que je suis pas insensible. Quand le spiel est tombé pour moi, pendant bien 30-40 secondes, je pouvais pas respirer, je pouvais pas parler. Enfin, je veux dire, c'est une émotion forte. C'est-à-dire que pour les deux plus gros prix, le Spiel et l'As d'Or, il y a à la fois le côté reconnaissance, parce que c'est quand même jeu de l'année dans les deux cas. Donc il y a cet aspect meilleur jeu. Et malgré tout, il y a aussi une sélection pour un public, un aspect promotionnel qui fait partie du prix. Et c'est la raison pour laquelle certains éditeurs savent qu'il y a des jeux qui ne seront jamais sélectionnés. Et ça leur enlève pas leur mérite et tout ça. Donc il faut vraiment prendre ça pour ce que c'est et rien de plus, et en l'appréciant si jamais ça vient. En l'occurrence, tu as eu les deux. Moi j'ai eu, en fait, dans tous ceux qui sont ici, il y en a qu'un. Non, il y en a deux que j'ai pas eu. Spielpreis. Non, j'ai pas eu. Ah oui, le Deutscher Spielpreis, j'ai été souvent dans les. J'ai essayé, t'as dit non. Le Deutscher Spielpreis, j'ai été plusieurs fois dans les 10 premiers. Donc en étant à la cérémonie, etc. Mais effectivement, on n'a jamais été numéro 1. J'ai eu 5, 6, 7. Le Mensa Select, j'ai jamais été sélectionné de quelque façon que ce soit. Et le Diamant d'Or, je n'y serai jamais. Parce que je fais pas ce style de jeu. Voilà, c'est pour ça. J'ai pas tellement envie, moi, en tant qu'auteur. Enfin, un jour, on sait pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le genre de jeu vers lequel j'ai envie de mettre mon énergie. Moi, je partage la philosophie de Bruno, pour le coup. Et il y a même... notamment avec Draftosaurus où on a eu quelques prix, je ne saurais pas dire s'il y en a qu'on a eu ou pas ici en fait, parce que je fais pas non plus la liste de j'ai ce prix là. Alors effectivement le Spiel et l'As d'Or, on en entend parler quand on le gagne forcément, mais il y en a où on n'est pas forcément invité, où on le sait juste sur Facebook et c'est pas des trucs qu'on suit forcément, enfin c'est pas une fin en soi. Moi j'ai envie de dire autre chose par rapport à ça. C'est qu'on assiste ces derniers temps à une explosion du nombre de prix. Et je pense que je comprends que chaque festival, que chaque pays, que chaque ait envie d'avoir ses prix, etc., etc. Mais finalement, je trouve que ça dilue et ça noie le poisson. Il vaut mieux avoir des grands titres, des grands phares. Et puis le reste, finalement, c'est... Même si, moi, j'ai évidemment une tendresse particulière pour le double 6. Pas pour le prix en tant que tel, mais pour ce festival-là qui est vraiment, vraiment agréable à participer. C'est très bien. Non, et puis ils prennent vraiment à cœur leur prix, en fait, et ils le font vraiment vivre. C'est ça. C'est ça. C'est pas juste un label, quoi. Non, c'est pas juste très chouette. Les gens qui y travaillent sont vraiment cool, et c'est pas... Enfin, le prix a vraiment une valeur, entre guillemets, dans le sens où... il y a un public qui va y jouer des semaines et des semaines, des professionnels qui vont y jouer aussi. C'est exactement ça. Ils vont très travailler. Ils vont le faire jouer. En plus, derrière. C'est pour ça que je l'ai mis. J'ai pas mis tous les prix de tous les festivals. Et il a vraiment. Et puis il y a le flip aussi qui est. Là, donc le masque, distanciation physique, protection. C'est particulièrement compliqué pour le jeu de société parce qu'on est quand même dans un milieu où jouer, se parler. Interagir avec les autres, c'est un peu la base du jeu de société. Même s'il y a un mode solo dans Trek 12, finalement... Non, mais c'est vrai. Après, on assiste aussi à des stratégies de contournement, entre guillemets, de ces problématiques-là, et tout particulièrement pendant le confinement, et même encore maintenant, on assiste à une croissance très forte du jeu online. Oui. Et les adaptations sur Board Game Arena en particulier, le nombre de parties de King Domino qui a été fait est simplement monstrueux, enfin, et des autres jeux, je veux dire. Et t'as un nouveau jeu chaque semaine. Ouais, tout à fait. Et là, t'as Seven Wonders Duel qui va sortir, t'as Mr. Jack qui va sortir, enfin voilà. Donc ça veut dire que les joueurs, ils ont toujours le goût de continuer à jouer, ils ont toujours le goût de se réunir, parce que contrairement à ce qu'on pense, enfin, ce que certains pensent qu'ils n'ont pas pratiqué, on n'est pas isolé quand on joue sur son écran, puisqu'en fait, souvent, on a un chat, voire même très souvent, on va mettre encore la caméra avec Skype ou un autre moyen pour jouer ensemble au travers d'écrans interposés. Donc, on réussit quand même à se réunir, même si, évidemment, rien ne remplace le fait d'être ensemble autour d'une table. Il y a plein de choses qui ont été mises en place, c'est assez chouette, comme le festival Bienwege. Nous, sur Trek 12, on a fait beaucoup de Skype avec les boutiques pour présenter les choses et tout, donc... Il y a des alternatives, effectivement, c'est beaucoup moins simple que d'habitude, mais tout le monde essaye
Mais trouver des solutions, quoi. Ça remplace pas. Ça Non, remplace non, pas ça quand même le remplace pas, contact ça autour de la table. Non, ça remplace pas. Et puis, on essaie de trouver des alternatives pour communiquer sur le jeu, pour essayer de trouver Pour partager, surtout. Pour partager, en fait, des expériences. Mais clairement... Et puis il y a des jeux en plus qui en pâtissent plus que d'autres. Oui. Là où Trek 12, non, mais Trek 12 ça marche bien. Et un jeu sur lequel on a ça joué énormément pendant le façon confinement parce qu'en écran interposé c'est génial. Enfin là c'est un roll and write, il suffit d'un générateur 2D. J'ai pas réussi à m'y faire moi aux écrans interposés, ni à Tabletop Simulator. Ah mais moi j'y arrive pas. C'est clairement je peux pas. On a fait une partie avec Antoine. C'est la seule partie de jeu que j'ai faite. J'en ai fait 2 comme ça avec Antoine. Oui, sur Dojo. Sur Tabletop Simulator, sur Dojo, et j'ai joué 2 parties de jeu. Hormis des solos de Trek 12, mais c'est le seul truc que j'ai fait pendant le confinement. Je n'arrive pas à jouer sur un ordinateur. Moi j'y arrive. À des jeux de société. C'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème, ça dépend. Tabletop Simulator, par exemple, pour parler de ça, moi ça m'intéresse parce que ça me permet de travailler avec des gens à distance. Ça me permet aussi de démontrer. De travailler. Oui, mais c'est du travail. Ouais, mais tu j'irais plaisir à jouer. Non, j'irais pour démontrer à un éditeur ou pour jouer avec un de mes co-auteurs, oui. Mais pour jouer avec un copain, certainement pas. Par contre, Board Game Arena, qui est très user-friendly, du coup, pour le coup, alors là, oui, je veux bien faire des parties, tu vois, c'est pas un souci. Et ça va dépendre des jeux, là aussi, pareil. Oh, la vache. Donc ça, ouais, c'est un petit diablotin de Diavolo, un de mes premiers jeux. En 2011, j'ai sorti 3 jeux un peu d'affilée, dont celui-ci, que j'ai commis avec Gilles Lehmann, qui est un des auteurs des Mousquetaires du Roi chez Istari, donc ça date. Et donc on a eu la chance de travailler du coup avec Asmodée dans leur gamme métal, la gamme de Double en fait. Les petits c'est ça exactement. Ouais. Et de faire ce petit jeu qui a une légère parenté en fait pour le coup, maintenant que j'y pense, j'y ai jamais pensé, mais avec Trek 12 où on va avoir cet aspect un peu mathématique entre guillemets où on va devoir faire des opérations rapidement. Et bon là c'est un jeu de rapidité donc il va falloir rattraper le bon diablotin plus rapidement que les autres. Mais effectivement, il y a une parenté en plus avec Trek 12 et c'est surtout mes débuts en fait. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi la photo. J'ai eu peur de ne pas retrouver le jeu, mais je l'ai retrouvé chez moi. Pour des balbutiements, c'est des belles ventes quand même. C'est pas mal. En fait, le jeu avec les qualités qu'il a, mais en tout cas, la gamme Double avec Double en tête permettait à ce moment-là. Maintenant, je pense que c'est plus le cas, que maintenant c'est vraiment que Double d'ailleurs. Ils font que Double dans cette gamme-là. A permis à Jam, à Diavolo Digger. et à Digger de au moins se vendre confortablement sur les premières années. Maintenant, bon, il n'y a plus de boîtes, et voilà, mais ouais, c'est des belles ventes, quoi. Ça fait partie de mes jeux les mieux vendus pour l'instant. Ah. Ouf. Alors là, c'est une énigme. Absolument aucune idée. Est-ce que vous savez ce dont il s'agit? En fait, c'est un logo. C'est le logo de quelque chose. Il y a un truc qui me fait super peur et j'ai enlevé le nom qui est écrit au milieu. Bah, moi, je ne sais pas, là. J'avoue que ça m'évoque rien du tout. C'est un éditeur? Non. Un distributeur? J'espère que c'est... voilà. Ça existe plus, ça? Ça, alors, je sais pas, je suis complètement paumé. Moi, Moi, j'ai jamais cotisé, vous savez ça, moi. Voilà, c'est mon service de... Comment on appelle ça déjà? Sécurité sociale de... Je suis comme toi, moi, c'est mort. Enfin, je sais que ça existe, mais plus vraiment maintenant parce que c'est l'URSSAF. Ouais, moi j'ai toujours été à l'URSSAF. Il y a Antoine à côté de moi, dès que j'ai un problème, je lui pose une question, donc toutes les 3 minutes, je lui pose une question. Mais, et Ludo, il fait pareil. C'est peut-être pour parler du statut des auteurs. Voilà, c'est exactement ça. C'est pour parler un petit peu de toutes les difficultés administratives qu'ont les auteurs quand ils doivent déclarer leurs revenus. Comment on fait pour avoir droit aux cotisations sociales, pour avoir droit à la retraite. En tant qu'éditeur, maintenant, il ne faut signer qu'avec des auteurs qui ont une société, ils te font des factures. C'est simple, hein. C'est quand même vachement plus simple. C'est extrêmement complexe. Comment vous avez vécu ça, vous, de votre côté? Parce que je sais que tu as une expérience particulière vis-à-vis de ça. C'est-à-dire tu as toujours eu ton entreprise. Oui, ce qui est assez étonnant pour un auteur. Oui, parce qu'en fait, quand il s'avère que j'ai commencé à faire mes tout premiers jeux alors que j'avais encore un vrai métier à côté, du coup, comme ne sachant pas comment je pouvais déclarer mes droits, etc., je suis allé aux impôts. Les impôts m'ont indiqué qu'il fallait que je mette mes revenus issus du jeu de société en bénéfices non commerciaux. Oui. Ce que j'ai fait, mais que si en faisant ça, j'étais en règle vis-à-vis de l'imposition, je n'étais pas en règle vis-à-vis de l'URSSAF. Et qu'ils m'ont invité, de toute façon, eux, qui feraient aucun recoupement, ce n'était pas leur rôle, mais ils m'ont invité à me déclarer naturellement auprès de l'URSSAF, ce que j'ai fait à cette époque-là,
Et en fait, très vite, puisque 2 ans après la sortie de mon premier jeu, j'ai subi un licenciement économique. C'est là où je me suis interrogé sur le fait de tenter de vivre du jeu et tout ça. Donc là, n'ayant plus de métier à côté, etc., je me suis renseigné auprès d'un cabinet comptable. Et l'expert comptable m'a conseillé de monter une entreprise, ce qui me permettait non seulement de récupérer mes droits d'auteur, mais aussi éventuellement d'offrir d'autres prestations, puisque je savais que je n'allais pas vivre uniquement du droit d'auteur. Et donc, avoir une société me permettait de chapeauter l'ensemble de mes activités, y compris les droits d'auteur, de pouvoir offrir différentes prestations. Et ma société, elle est structurée pour, si je le souhaite, depuis le départ, pouvoir aussi éditer, vendre, produire. Donc ce qui t'offre beaucoup de liberté. Ce qui m'offre beaucoup de liberté. Et du coup, moi, j'ai jamais été trop emmerdé par rapport à ça. Alors, il y a la Sage qui a fait, enfin en particulier Henri Kermarek qui a fait un travail remarquable par rapport à ça. On peut inviter tous les auteurs à aller regarder sur le site de la Sage les différentes façons possibles pour déclarer ses droits. C'est complexe, mais par contre la mienne, elle est valide. C'est pas forcément strictement la plus intéressante. Peut-être que je paye un peu plus, mais par contre moi ça m'offre une sécurité absolue d'esprit. C'est-à-dire que tout fonctionne pareil. Je suis pas en train de déclarer ça ici, ça là-bas, ça ci, etc. Et au moins, je sais que je suis carré. Mais effectivement, c'est beaucoup plus complexe quand on est à l'AGSA. Quand on était, je ne sais plus comment ça marche maintenant, parce que moi aussi, je suis complètement perdu. Mais le système est un peu plus complexe, mais c'est plus avantageux. Les droits d'auteur sont plus avantageux en termes d'impôts. Autant pour l'auteur que pour l'éditeur. Dès qu'il s'agit d'AGSA, de toute façon, c'est comme si on te demandait de nager un 50 mètres crawl dans un bain de boue. Tu as toujours l'impression d'être ralenti par un truc. Et puis là... c'est que ça, quoi. T'es toujours ralenti. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir la sensation de jamais bien faire. En fait. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Ah non, là, c'est pas les exactement sommes, ça c'est correspond pas. Donc c'est tout le temps un peu en tâtonnant qu'on fait les choses. Mais et puis la grande difficulté, c'est que les auteurs, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, ils ont besoin aujourd'hui de vendre des choses. Alors on a le droit, quand on est à l'AGSA, de vendre des créations originales. Mais par contre, dès que ça devient un produit commercial, c'est plus autorisé. Et ce qui est absurde aujourd'hui, dans une époque où on vend sur Internet, ça n'a plus de sens. Alors ça, c'est une photo récente. Parce que là, au moment où on tourne, on est en plein Tour de France. Et c'est une photo qui a été prise hier. Et oui, on voit Pogacar à gauche qui est en train de tenter une attaque sous le... mais c'est vrai en plus. Bon, évidemment, ça te concerne un petit peu plus, Bruno. Moi, je suis un fan de vélo, évidemment. Enfin, évidemment, pas évidemment. Je suis réellement un fan de vélo. J'adore ça. Tout type, d'ailleurs. Vélo, de route, VTT, gravel, etc. Dès que j'ai l'occasion de pouvoir m'échapper un peu, j'y vais. Il faut dire que c'est le dernier sport que je peux encore pratiquer à cause de problèmes physiques qui m'interdisent de faire d'autres choses. Voilà. Mais ouais, c'est une passion. Le Tour de France est une passion aussi. Et donc effectivement, en ce moment, d'ailleurs, pour rien vous cacher, quand on a choisi la date et qu'on a proposé les différentes dates, c'est aujourd'hui lundi parce que c'est le jour de repos. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pour le coup. Et tu n'as pas fait de jeu sur le vélo ? Je me permets une transition, une petite fourche. Alors oui, j'ai un jeu sur le vélo sur le vélo avec des animaux et qui s'appelle Vélonimo, qui va arriver là incessamment sous peu. Ouais, tout à fait. C'est, effectivement, c'est là aussi un clin d'œil au Tour de France. Et ça sera chez quel éditeur ? Ça sera chez Stratosphère, donc un éditeur qui a déjà fait d'autres choses, mais dans le milieu du jeu d'entreprise. Et dont ça serait le premier jeu qui atteindrait le grand public. D'accord. Enfin, les boutiques. Si on a l'occasion d'y jouer, je suis très... Moi, j'aime beaucoup aussi l'univers du vélo. Donc je l'ai apporté. Ah, très bien. J'ai mis ça pour Corentin. Je ne sais pas si tu veux réagir sur ce sujet-là en particulier. Évidemment. Du coup, là maintenant je fais que du jeu depuis 2018, mais avant effectivement j'étais chimiste dans un laboratoire d'analyse de l'eau, d'où la photo, où je m'emmerdais copieusement. Donc du coup, vraiment j'étais pas bien, et la cafetière et la société Kaedama a fait que j'ai pu passer le pas, alors non sans mal parce que c'est pas évident, on ne débloque pas un salaire forcément comme ça, donc c'est encore en lance-pierre, mais en même temps je suis tellement épanoui que ça vaut tous les salaires du monde pour l'instant. Là actuellement je suis en disponibilité parce que j'étais fonctionnaire dans le laboratoire, mais dans un an je volerai de mes propres ailes. Tu seras obligé de démissionner, en d'autres mots. Exactement, et du coup je devrais être sûr que le jeu me rapportera assez pour faire vivre mes 2 enfants.
et payer ma maison. Si vous voulez aider un auteur, achetez Trek 12. S'il vous plaît. Ouais, mais non, c'est très chouette, c'est cool de faire. J'avais très peur de me lancer tout seul comme ça, et en fait, Kaedama a aidé parce que du coup, j'étais avec 3 potes, et c'est cool. On sait qu'on va arriver à faire des choses, c'est moins flippant que de faire les choses tout seul. Et là, actuellement, tu es dans l'inquiétude encore ou dans l'optimisme? Non, alors je suis dans l'inquiétude dans le sens où sur l'année, j'ai pas un salaire correct. Ouais. Mais c'est cool parce que y a plein de projets, que de toute façon, les jeux, le temps qu'ils s'installent, il en faut beaucoup. Enfin, effectivement, comme on disait tout à l'heure, soit un jeu qui explose, soit beaucoup de jeux et des longs sellers qui vont s'installer. Mais surtout, je prends énormément de plaisir tous les jours en fait. Donc, je vais au travail avec la banane, quoi. Alors qu'avant, c'était l'enfer et je devais attendre les week-ends pour prendre un peu de temps pour moi, quoi. C'est un petit message pour les patrons. Quand on va au travail avec la banane, le salaire n'a pas tellement d'importance. Delcourt, on a la petite mort avec eux. En fait, je suis un gros fan de bande dessinée. Et chez Delcourt, il y avait la petite mort. Et donc, on a fait le jeu de la petite mort, qui marche très très bien et qui marche encore, puisqu'il y a encore un print en cours qui va arriver. Donc, on est à notre 6e impression du jeu, qui à l'export ne fonctionne pas du tout malgré la quantité de démarches que j'ai faites, mais c'est vraiment franco-français, quoi. Et on a un énorme projet, d'avenir, puisque finalement aujourd'hui il n'y a rien qui signe après, je pense pas qu'il y a des choses qui vont signer après avant un moment, mais on a la licence de Solo, une bande dessinée de Oscar Martin, qui Oscar Martin, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le dessinateur de Tom et Jerry, par exemple. Oui. Donc voilà, et en fait, Solo, on a signé la licence Solo il y a un petit peu de temps, et j'ai commandé à Kaedama, donc Antoine, Théo, Corentin et Ludovic sur Solo travaillent en ce moment, et puis on en parlait encore hier dans la voiture. Donc ils sont en train d'avancer, là on est sur l'affinage de la mécanique, et puis... mais c'est top, c'est un super projet, quoi. Donc, la BD est tu pourras en parler du jeu plus facilement, parce que... après je sais pas ce qu'on peut dire ou pas, mais la BD en tout cas est excellente, et ça n'a rien à voir avec Tom et Jerry, dans l'univers et tout. C'est un univers assez dur à la Mad Max, avec des animaux en fait, du coup, où on suit Solo, du coup, qui est esselé dans le désert et qui est un guerrier souris assez badass, quoi. Et du coup, on est en train de créer un jeu à partir de ça, qui va être un jeu, bon là on va rien dévoiler de fou, mais un jeu coopératif très dur dans l'esprit de la BD, où on va avoir des challenges à surmonter. Il va falloir un jeu de survie en fait. Voilà, c'est ça, un jeu de survie où il va falloir s'occuper de notre campement, mais aussi aller dans le désert pour récupérer des choses, etc. etc. Et là, on est en train de travailler dessus. Là, actuellement, c'est vraiment l'un des projets qui va nous prendre le plus de temps sur les prochains mois, quoi, pour qu'on puisse... C'est un projet au long cours, parce que ça fait 2 ans. Ça fait déjà, ça fait un moment qu'il a été mis un peu de côté, qu'on a posé les idées pour développer les choses et tout, et qui n'était pas forcément la priorité. On avait travaillé aussi sur la Cour des Miracles, d'ailleurs, aussi un peu avant dessus. Mais la Cour des Miracles, là, c'était à la base, ça devait être la licence, par exemple, du Roi des Ribauds. Oui, c'est Delcourt aussi, d'ailleurs, non? C'est Achilleos. Et ça devait être la licence du Roi des Ribauds, et finalement, ça ne s'est pas fait pour plein de raisons. Mais oui, puis la BD, en fait, et puis bosser un jeu sous licence, ça coûte plus cher que de faire un jeu normal, parce que la licence coûte cher, la licence coûte très cher, elle coûte plus cher que les droits d'auteur, il me faut imaginer. Après, il y a tellement de gens qui s'y gavent. Même avec la petite mort, il y a une licence à payer. Ah bah oui. Puis le jeu, le format coûte cher, c'est pas un jeu, la marge n'est pas folle, quoi. Mais je trouve ça vraiment gratifiant de pouvoir travailler avec un univers qui a déjà été créé, et en fait de rendre aux créateurs de cet univers, tu sais ce que c'est des heures et des heures de recherche, de travail, de faire une BD, et je trouve que plutôt que de s'inspirer d'une BD pour en faire un jeu et engager un illustrateur qui te coûtera 2, 4, 5, 7 000 euros, de payer la licence à celui qui t'a inspiré, en fait, et c'est quelque chose de tout à fait normal, en fait, pour moi. Et même si ça coûte plus cher, maintenant j'ai plus de bouteilles et c'est plus facilement intégrable dans un business plan, mais dans l'idée, c'est pas grave, parce qu'il y a des gens, tu valorises le travail de quelqu'un. Et puis ça va dans le sens de proposer aussi des jeux à licence corrects, entre guillemets, ce que fait aussi Prosper Hall avec Villainous par exemple, des choses comme ça.
c'est de ne pas avoir des jeux où on va poser une licence et qui au final est une énième version du Monopoly ou un jeu quelconque en fait. un peu nul. Et puis l'idée c'est qu'on travaille à l'envers, on part de l'univers et de l'illustration pour faire un jeu en fait. Et donc tout est créé complètement à l'envers par rapport à d'habitude où tu pars d'un jeu et tu vas créer un univers autour. Trek 12, typique, ils avaient une mécanique, ils avaient quelque chose qui était figé et qui était vraiment top et il fallait ensuite agrémenter autour. Là tu bosses dans l'autre sens et je trouve ça... Et je crois que c'est aussi un des trucs qui me permet d'aimer ce que je fais, quoi. C'est raconter des histoires. Ouais. Comme on disait tout à l'heure, on avait l'image des prix. Clairement, je fais pas ce métier-là pour faire des prix. Quand tu sors un jeu, tu racontes une histoire, tu racontes quelque chose, tu proposes quelque chose, une création. Après, si tu as des prix, voilà, c'est du bonus. Et je pense vraiment que si tu édites un jeu et que tu n'as pas l'impression de raconter quelque chose au moment où le jeu sort, en fait, c'est pas ma démarche et je comprendrais pas, j'arriverais pas à faire ce métier-là sans ça, quoi. Et d'où les licences BD, parce que là, c'est la quintessence de l'histoire. C'est un très bon éditeur. Et c'est un bon accessoirement. Ouais. C'est mon éditeur. On va terminer avec notre photo de 2021 que je vais retrouver peut-être ou pas. Pour revenir sur vos différents projets, est-ce que vous avez des choses à nous annoncer sur l'avenir? Il y a cette photo, effectivement, sur laquelle on voulait revenir aussi. Non, c'était dans les photos que ça, c'est la photo de la signature du contrat à Cannes, le dernier salon, finalement, qu'on a fait en physique. Et si on regarde cette vidéo en 2027, depuis 2020, il n'y a pas eu de Cannes. Et ce qui est rigolo, c'est en dehors du fait que finalement ça aurait été un processus assez court, puisque généralement il faut 2 ans, 2 ans et demi entre l'idée initiale et le jeu qui sort. Là, il aura fallu moins d'1 an. Donc c'est vraiment un processus super court. En dehors du fait que c'était un moment évidemment très agréable, on était dehors, il faisait chaud, on a signé notre contrat, on était super contents. C'est à ce moment-là qu'on a eu une idée complémentaire. Point. Non, une idée à la con, t'as dit. Oui, j'ai une idée à la con. Je m'en souviens très bien. Oh, j'ai une idée à la con. Et ça, c'est du teasing, c'est ça? Voilà. Prends le temps que tu veux, quand tu le prends, tu l'emballes. Mais ça parle toujours de Trek 12, mais je crois que le teasing va s'arrêter là. Connaissant Bruno, ça s'arrête là. Eh ben, venons-en à 2021. Est-ce que vous avez des projets à nous annoncer? Oui. On commence comme ça, donc je pourrais prendre la parole. Non, mais je vais pas détailler tout, etc. Parce qu'il y a déjà ceux qui vont sortir jusqu'à la fin de l'année. Mais 2021, normalement, il y a un Sobek 2. Je ne sais pas si ça sera son nom, mais Sobek renaît de ses cendres dans une version purement de joueurs. Où cette fois-ci, j'ai embarqué mon ami et complice Sébastien Pochon en co-auteur. Et ça sortira chez Catch-Up. D'accord. Voilà. Et ça, c'est pour l'année prochaine. L'année prochaine, avec Ludovic Maublanc, dont l'esprit plane un peu dans cette pièce. Il ne sera pas passé discrètement derrière nous. Non. Je m'attendais à voir cette. On va avoir la remise au goût du jour de 2 de nos jeux, qui sont 2 Mr. Jack. Le Mr. Jack à New York, qui était épuisé maintenant depuis quelques temps, a été complètement... aucun changement de règle, rien. C'est vraiment tout le même jeu, mais complètement réillustré par Pierrot. Et je dois dire qu'il nous a scotché d'un point de vue graphique. Vraiment. Franchement, je m'attendais pas à ça. J'en suis encore sur le cul de ce qu'il a fait. La couverture, elle est simplement magnifique. Donc bravo à lui. Et voilà, moi c'est mon Mr. Jack préféré. Alors c'est le plus exigeant, c'est-à-dire que l'erreur, que tu sois côté inspecteur ou côté suspect, elle est fatale. Mais par contre, voilà, c'est ma version préférée. Et après, on a aussi la résurrection du Mr. Jack Pocket, qui revient, mais dans un format un tout petit peu plus agrandi, puisque les personnages supplémentaires qui avaient été faits pour la version digitale sont inclus dans la nouvelle boîte et permettent de jouer sur une surface plus grande. Au lieu de jouer en 3x3, on va jouer en 3x4 avec un nouvel inspecteur, donc 4 inspecteurs, etc. Mais sinon, le jeu reste c'est celle-là ma version préférée. Oui, mais moi aussi. J'aime beaucoup le Pocket. Je comprends, mais pour moi, je l'aime beaucoup aussi, mais comment dire, elle est moins narrative, elle est plus mathématique. Moi, quand je joue au Pocket, j'adore, mais je fais une analyse dichotomique pure, en fait. Quand je joue à Mr. Jack à New York, j'ai une histoire qui se passe devant mes yeux. Ouais, je suis d'accord. Et puis, globalement, je pense que je vais m'arrêter là.
Il y aura peut-être des surprises, mais on verra après. Pas impossible. Ouais, pour moi, du coup, on va avoir avec Théo un deuxième foufoufou, encore plus foufoufou, qui devrait sortir en 2021, du coup, qui va pouvoir se jouer tout seul ou mélanger avec l'autre et qui va ramener une légère mécanique en plus. Avec Kaedama, on travaille aussi sur pas mal de projets, notamment un jeu sous licence Naruto qui devrait sortir aussi en 2021. Et fin 2020, on l'espère, il devrait y avoir les 2 extensions pour Draftosaurus qui vont sortir aussi. Donc ça c'est chouette, parce que Draftosaurus c'est bien. Et puis voilà, après plein de petits projets, notamment avec Jonathan Favre-Godal qui est l'auteur de Kikafé et qui est sur Valence. Excellent aussi. Kikafé. Tout à fait. Moi, et qui est sur Valence aussi, avec qui on travaille assez souvent. Et donc on a signé quelques projets qui devraient arriver vers 2021. Mais on ne va pas en dire plus encore parce que c'est pas encore très précis. Ah bah si, j'ai oublié un projet de 2021 qui est important, puisque c'est avec toi. Et Théo Rivière, oui. Et Théo, bah oui, Braincamp. On l'a évoqué tout à l'heure, mais quand on parle de 2021, voilà. Et donc c'est un jeu qui était reculé à 2021, qui devait sortir là pour la fin d'année. La fin d'année était déjà quand même très mal engagée, puisqu'on avait déjà commencé à retarder Braincamp avec l'arrivée de Trek 12. Et la situation sanitaire faisant, j'ai aussi réétalé les sorties sur l'année 2021 un peu plus tard pour avoir un peu plus de temps pour travailler les jeux qui sont sortis là. Donc Braincamp qui sort à la fin de l'année 2021. Donc à la rentrée, vraisemblablement, j'ai plus envie de faire de sorties après septembre pour les périodes de Noël. Je pense que septembre est un super mois. En tout cas, je trouve ça agréable parce qu'on a le temps de faire les choses. Et donc Braincamp sort en septembre l'année prochaine, et c'est un jeu de Théo et de Bruno. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie. On arrive à la fin de cette vidéo. On espère vous avoir donné envie de découvrir Trek 12. Si vous voulez découvrir le jeu, il y a une autre vidéo sur la chaîne. Vous pouvez la découvrir. Et puis nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et peut-être avec de nouveaux invités. À bientôt. Salut.